Alors une vidéo maintenant sur les principes de base de la génétique, en commençant par la star de la génétique, à savoir la drosophile, encore appelée moucheron ou mouche du vinaigre. Pourquoi est-elle intéressante? Eh bien parce qu'elle présente un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître, assez difficilement certes, un mâle d'une femelle. Elle a un cycle de reproduction surtout très rapide, donc en 10 jours on a une génération jusqu'à 200 descendants à partir d'un seul couple qu'on met dans un tube. Elle a peu de chromosomes qui sont représentés ici, qui sont donc 4 paires, donc 8 chromosomes. Et il y a de nombreuses mutations spontanées étant donné le grand nombre de générations. Parmi ces mutations, la longueur des ailes. Ici, on a une mouche aux ailes vestigiales. On voit des petits moignons d'ailes ici. Ou au niveau de la couleur du corps. Ici, on a une mouche noire, alors que normalement, elle est brune, beige-brune. On a des mutations au niveau des yeux qui ne sont pas représentées ici. Mais donc, beaucoup de mutations, notamment sur le chromosome 2. Et ces mutations ont été identifié et positionné sur ce chromosome. En TP, nous avons vu ce croisement avec des résultats inégaux qui prouvent les recombinaisons, ce qui mène à la notion 37. On doit se baser pour une étude génétique sur le phénotype, donc les caractères observables, en partant de lignées pures et en faisant souvent, dans un deuxième temps, un croisement test. On va voir maintenant un cas un petit peu différent. On a ici des mouches que l'on a croisées qui diffèrent au niveau de la couleur de leurs yeux. Donc on fait du monohybridisme, on étudie un seul caractère. On a une mouche aux yeux rouges qu'on croise avec une mouche aux yeux blancs. On obtient toutes des mouches aux yeux rouges, donc on se dit que l'allèle rouge, l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant. On croise entre elles ces mouches F1, donc on ne fait pas un croisement test ici, hein, pour obtenir donc une deuxième génération F2. Et là, on obtient 3/4 de mouches aux yeux rouges et 1/4 de mouches aux yeux blancs, donc ça respecte des proportions de monohybridisme. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est variable au niveau des sexes. On n'a pas 3/4 de mouches femelles aux yeux rouges et 3/4 de mouches mâles aux yeux rouges et 1/4 de mouches femelles aux yeux blancs et 1/4 de mouches mâles aux yeux blancs, mais on a une différence au niveau du sexe. Ce qui veut dire qu'on a un croisement qui implique les chromosomes X ou Y, en l'occurrence le chromosome X et sa partie qui ne contient des gènes qui ne sont pas homologues sur le chromosome Y. Donc on parle de la partie propre au chromosome X. Donc démonstration faite dans le cours. On a donc ici un karyotype masculin, on parle plus de mouche, hein, mais d'homme, puisqu'on a 23 paires de chromosomes. Et donc un tout petit chromosome Y qui ne porte pas beaucoup de gènes, mis à part le gène SRY que vous avez vu en première, qui permet la différenciation mâle au début du développement embryonnaire. On arrive maintenant au petit 2, l'identification des allèles mutés chez l'homme, en débutant par la maladie de Charcot. Alors chez l'homme, on va étudier des arbres généalogiques. Au plus les familles sont grandes, au plus c'est pratique, donc c'est franchement pas le cas ici. Donc il va y avoir des incertitudes peut-être. Tout d'abord, quand on est devant un arbre généalogique, on va chercher si l'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. On parle de maladie autosomale ou de maladie gonosomale. Si la maladie est portée par un chromosome sexuel, eh bien, on aura une majorité d'hommes atteints
puisque il n'y a pas l'équivalent sur Y pour cacher l'allèle responsable de la maladie s'il est récessif. En l'occurrence ici, on voit que 3 hommes sont atteints et aucune femme n'est atteinte. Donc on pourrait bien imaginer que c'est une maladie portée par un chromosome sexuel. Alors là, il faut aller se renseigner un petit peu plus loin, donc dans le document qui suit, et on voit dans ce document, il faut faire attention de bien repérer l'information. Le gène qui nous intéresse pour cette forme-là de maladie de Charcot est localisé sur le chromosome 7, donc pas un chromosome sexuel. On en déduit que c'est une maladie autosomale. Donc on ne va pas prendre nos chromosomes sexuels comme pour la drosophile précédente. Mais attention, si vous ne voyez pas cette information, vous risquez de partir dans une étude faussée. Deuxième chose que l'on cherche, c'est si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Alors, 2 cas de figure, si l'allèle est dominant, eh bien, en général, on a des malades à chaque génération, ou alors la maladie a disparu, c'est-à-dire que l'allèle responsable de la maladie dominant n'est pas transmis à la génération suivante. Ici, on a 3 générations. Dans les 3 générations, la maladie est présente. On pencherait plutôt pour un allèle dominant. À l'inverse, si l'allèle était récessif, alors le plus souvent, on a des sauts de génération puisque l'allèle peut être caché dans le génotype. On va donc supposer que c'est cette première hypothèse qui est juste et on va l'examiner pour voir si on aboutit à un résultat cohérent. Donc on va écrire les génotypes de chaque membre de la famille. Alors celui-ci est un homme malade, donc il possède forcément l'allèle dominant grand M, mais obligatoirement aussi l'allèle sain récessif, puisqu'il a ici, une fille qui est saine. Pour ce deuxième parent, donc la maman, elle est saine, donc pour être sain dans une maladie dominante, il faut forcément avoir 2 allèles, donc être homozygote pour l'allèle sain récessif. Celui-ci est malade, il a donc forcément reçu l'allèle malade de son père, et l'allèle responsable de la maladie, c'est pas l'allèle qui est malade, hein, et l'allèle sain de sa mère, il est donc hétérozygote. Sa femme n'est pas de cette famille, elle est saine, et donc saine pour une maladie dominante, c'est forcément un génotype homozygote. Cette fille est saine, elle a reçu un allèle sain de sa mère, et forcément l'allèle sain de son père, sinon elle serait malade. Pour la 3e génération, cette fille est saine, donc on a compris, je crois maintenant, qu'une fille saine dans ce cas-là, dans cette hypothèse, c'est petit s, et son frère, malade, et donc forcément possède un allèle malade reçu de son père, et forcément un allèle sain de sa mère, puisqu'elle a que des allèles sains. Cette hypothèse convient, on a réussi à écrire le génotype de chacun des individus. Ce qui ne veut pas dire qu'on a résolu le problème, parce que il pourrait y avoir, si la famille était plus grande, des cas qui ne correspondraient pas à notre hypothèse. Donc on va examiner la 2e hypothèse, si l'allèle est récessif. Bon, ça sert à rien. Donc on reprend notre arbre en ayant enlevé tous nos génotypes. L'allèle est cette fois récessif, donc il faut 2 allèles récessifs pour être malade, obligatoirement. Donc la mère saine a l'allèle sain dominant, mais aussi l'allèle malade récessif qu'elle va transmettre à son fils. Fils qui est forcément, tous les malades sont forcément homozygotes.
La femme de cet homme a une fille saine, elle est donc forcément hétérozygote. La sœur de ce garçon malade est issue de ses parents et elle est donc forcément saine, mais possède forcément l'allèle petit m de son père qui ne peut pas donner autre chose. À la troisième génération, la fille est forcément hétérozygote, puisqu'elle est saine, donc reçue de sa mère, mais de son père, elle ne peut recevoir qu'un petit m. Et enfin, le garçon malade, comme tous les garçons malades de cette famille, ne peut être que petit m, petit m. Alors, j'ai pas mis ça parce que j'arrive à dire que mes deux hypothèses fonctionnent. Je suis donc allée sur Internet voir si cette maladie était autosomique ou gonosomique pour confirmer, mais là j'en étais déjà quasiment sûre. Et si elle était récessive ou dominante, on me dit que suivant les cas, la maladie est récessive ou dominante. Donc je ne peux pas en dire plus, je suis obligée de rester avec mes deux hypothèses. Ce qui nous amène à la notion 38. Dans le cas de l'espèce humaine, l'identification des allèles portés par un individu s'appuie d'abord sur une étude au sein de la famille, en appliquant les principes de la transmission héréditaire des caractères. Et donc pour la famille, vous pouvez préciser qu'au plus elle est grande, au mieux c'est. On voit maintenant les techniques d'étude actuelles avec notamment le séquençage du génome que vous avez vu en première, qui se fait maintenant sur des machines très performantes de nouvelle génération qu'on appelle NGS et qui permettent en une journée de séquencer la totalité du génome d'un individu et donc de savoir s'il est porteur de mutations ou pas. Par contre, ces machines génèrent énormément de données. C'est ce qu'on appelle le big data. Et donc, il y a beaucoup d'emplois dans les professions liées au traitement de ces données, avec des ingénieurs en informatique qui vont être très nombreux à l'avenir pour traiter ces données. Ce qui amène à la notion 39, le développement des techniques de séquençage de l'ADN et les progrès de la bioinformatique donnent directement accès au génotype de chaque individu, comme à ceux de ses ascendants et descendants, c'est-à-dire les parents et les enfants. Donc on n'est plus dans le tâtonnement aujourd'hui. Autre maladie, la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique la plus fréquente en France. Donc vous avez ici un arbre généalogique. Je vais vous laisser faire l'analyse génétique de cette maladie. Donc de la même façon, vous réfléchissez, chromosome sexuel ou pas, dominant ou pas, et puis vous écrivez les génotypes en fonction de vos hypothèses. On corrigera en TP. Vous avez d'autres documents qui vous précisent le gène, quelle est la protéine dont dépend le gène muté et plus précisément les gènes mutés parce qu'il y a plusieurs types de mutations et toujours la bioinformatique qui va pouvoir donner un sens à tout ça. D'où la notion 40, l'utilisation des bases de données informatisées permet d'identifier des associations entre certains gènes mutés et certains phénotypes. Ceci termine notre paragraphe grand C et nous amène au grand D, les accidents génétiques. Je vous renvoie vers la vidéo suivante. Merci beaucoup.